Bonjour à tous, bonsoir. Donc en 10 minutes, c'est la commande qu'on nous a faite. Je vais essayer d'être percutant et de me focaliser sur la notion de supercyclage dans la mode luxe. Donc on va ensemble, petit à petit, étape par étape, montrer qu'il y a des gisements qui sont laissés en jachère et qui concernent essentiellement les déchets, les rebuts, les invendus de la mode et du luxe, mais qui possèdent aussi des valeurs. Donc je vais me focaliser sur davantage les manufactures, donc une relation très intime, particulière qui existe entre la matière, le matériau, les outils de transformation de ce matériau en objet, par un artisan, souvent un artisan d'art, qui, dans le secret de son atelier, va développer une expertise qui n'est pas facilement transmissible, mais qui possède en fait un certain nombre de spécificités dont on va s'emparer. Alors voilà la présentation que je vais vous faire. 3 éléments de repère sur ce qu'on peut appeler les approches éco-responsables. Une focalisation sur le supercyclage. Et puis tout de suite derrière, pour éviter d'être trop théorique, une illustration sur un tout petit objet de démonstration, un tapis de selle de cheval entièrement supercyclé qui a eu l'honneur de l'exposition fabriquée en France à l'Élysée récemment. Et puis je conclurai donc en 2 temps sur ce que peut apporter la recherche. Et puis également un point d'information sur la création de cette plateforme stéphanoise qui s'empare à la fois des procédés, mais aussi des techniques innovantes de caractérisation et de mesure des effets, essentiellement des effets sensoriels, visuels, mais aussi tactiles. Et puis donc la possibilité de pouvoir spécifier, prédire ces effets, tout en s'emparant de procédés, de transformation, et puis caractériser les échantillons obtenus pour montrer qu'on a réussi notre coup. Donc on a l'habitude de parler de recyclage et de penser que c'est très bien. Alors de notre point de vue, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que la notion de valorisation, je m'aperçois que c'est décalé. En fait, normalement, la notion de valorisation, elle était sur les 2 premières étapes. Quand on arrive à prévenir ou à prolonger la vie d'un objet, là, on est plutôt sur une notion de mise en valeur. Par contre, sur les autres étapes, avec la lecture que je vais vous proposer, on raisonne trop vite sur l'objet et son matériau, on raisonne trop vite sur le matériau et ses propriétés, et en faisant ça, on détruit les valeurs qui étaient associées à l'objet. L'intelligence qu'on a pu mettre, la mise en forme, le savoir-faire, tout ça disparaît dans le recyclage. Alors on pense que l'économie circulaire, c'est beaucoup mieux, mais avec Valérie Laforest, on partage la codirection d'un doctorant qui nous a sensibilisés sur cette idée qu'il y a un effet pervers. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un jeu de mots pervers. Donc le consommateur, il a très bonne conscience d'un seul coup. On lui a appris que c'était très bien l'économie circulaire. Donc il a tendance à jeter un peu plus vite que prévu l'objet et il va mettre en emballement le moteur de la consommation. Et ça va avoir pour conséquence des impacts environnementaux, des impacts carbone essentiellement. Donc on jette plutôt que prévu un objet en disant c'est pas grave, de toute façon, il repart dans l'économie circulaire. Alors, quand c'est pas local, quand ça nécessite des étapes, ça devient un peu plus dramatique. Donc vous l'avez compris, le supercyclage, ça consiste à proposer une traduction à la française du terme upcycling, et ça vise, pour simplifier, ça vise à s'appuyer sur les valeurs, sur les notions de qualité qui sont présentes, y compris dans les chutes et les déchets, et d'en produire. On s'interdit de faire aucune action si cette action ne va pas faire augmenter ces valeurs. Donc là, ça me permet de reprendre le petit modèle qui décrit habituellement un processus de transformation d'un matériau avec un certain nombre d'astuces et de le démarrer. Je vais le démarrer avec une illustration pour que vous compreniez. La notion de valeur d'origine, elle peut démarrer depuis très longtemps liée à un matériau et ses exigences. Alors souvent, quand les matériaux sont d'origine naturelle, le matériau d'origine naturelle, il voit ses qualités démarrer dès la naissance du gisement. Là, je vais prendre l'exemple du cuir.
Donc, dès l'élevage, il va y avoir un certain nombre d'efforts qui vont être faits. Et il n'y a pas de secret, il faut que l'animal soit, si possible, heureux, donc bien nourri. Pour les animaux qui vivent en société, il leur faut à la fois leur territoire et à la fois leurs congénères pour se sentir très bien. Bien nourri, ça permet de faire un superbe cuir. Mais malgré tout ça, il va y avoir un certain nombre de peaux qui vont être laissées de côté, même si on a mis beaucoup d'efforts pour essayer d'augmenter les qualités de cette peau. Il va y avoir un certain nombre de peaux qui vont être laissées de côté. Et puis, au fil du procédé de transformation de cette peau, il y a des parties qui sont moins nobles qui vont être laissées de côté. Il va y avoir, dans l'objectif de réaliser un objet, un certain nombre de rebuts, de chutes qui vont nourrir un gisement dont on va s'emparer, y compris les invendus de l'objet. Donc ces notions de valeur d'origine, de valeur historique, enfin ça c'est Alois Riegel qui parlait de valeur historique, c'est pas très explicite en traduction française, c'était un Autrichien, philosophe, architecte. On parle plutôt de valeur de savoir-faire, valeur liée au procédé. Donc j'illustre tout de suite par un objet dont le PDG de la Maison Rose est ici, parmi nous, tout au fond de la salle. Il s'agit d'un tapis de sel qu'on a baptisé supercyclé. Donc c'est un tapis de sel qui est fait à partir de matières premières, seconde vie, qui n'ont rien coûté, puisqu'en fait elles étaient destinées plutôt soit à dormir dans un rayonnage, soit à être jetées. Donc les Soieries Roses, c'est une entreprise qui existe depuis 360 ans cette année, une des plus vieilles manufactures en France, qui était une des premières soieries françaises basées à Tours, là où Louis XI avait décrété que la soie était un tissu royal. Et cette manufacture, elle travaille en sur-mesure sur la production, la réalisation, fabrication de tissus d'ameublement de très haute qualité. Qui dit haute qualité dit augmentation des chutes, dit augmentation des rebuts et des invendus. Donc vous avez une illustration de ce que je dis, à la fois des fins de bobine, des fils de chaîne liés aux techniques jacquard, qui s'accumulent dans des bacs et des étagères. Donc ce tapis de sel, il a utilisé une fin de rouleau en technique jacquard, et puis le matelassage, il est constitué sur mesure, et pour particulariser en fait ce tapis, on s'est emparé de chutes aussi liées à la coupe du crin de cheval. On a réalisé un feutre avec du crin de cheval, les cheveux du propriétaire du cheval, et puis les fils de soie, fils de chêne. Donc ce feutre, il a été réalisé en s'emparant des qualités de ces matériaux, donc les qualités que je viens de d'énoncer rapidement, toutes les valeurs qui sont liées aux valeurs d'origine et qui ont pour conséquence d'augmenter les qualités de ces matériaux, on va les utiliser dans un cas très particulier ici. Et on va fabriquer un nouveau savoir-faire. Donc le feutre, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas en voie sèche. Donc là, il faut s'adresser aux spécialistes, mais on passe souvent par un feutre avec une voie humide. Donc on chauffe de l'eau avec du savon. On va réaliser un certain nombre de manipulations. Là, du fait qu'on s'intéresse à des matériaux très particuliers, on a pu mettre en évidence cette qualité possible de s'agréger en défibrant ces fibres d'origine naturelle, que ce soit la soie, le crin de cheval, où là il y a des écailles, on retrouve en fait les notions d'écailles avec les cheveux, donc on aurait pu feutrer de manière traditionnelle. Donc on fabrique un nouveau savoir-faire. Ça c'est l'illustration que la recherche, en s'emparant d'un certain nombre de notions nouvelles, explicitant les secrets d'un atelier, on va s'apercevoir que l'artisan d'art quitte la matérialité simplement de son matériau et de ses outils pour travailler aussi de manière conceptuelle un certain nombre de valeurs et de qualités. Et c'est ça qui va constituer aussi la matière de création. Alors comme on est convaincu que la recherche peut apporter beaucoup à condition de faire des pas vers l'écosystème de la mode et du luxe, depuis que le programme CARA existe, on a transférer un certain nombre de procédés de labo sous forme de preuves de concept
Et ces preuves de concept, on les a rassemblées sous la forme d'une plateforme, hein, donc à la fois en procédé et en instrument de mesure, y compris outils d'évaluation, parce que parfois on ne sait pas mesurer des données qui sont de l'ordre de la valeur, on peut les évaluer, donc c'est une métrologie très particulière. Et puis là, j'ai rassemblé les 4 grandes étapes, donc on est capable, sur les sensations colorées par exemple, de spécifier ce que l'utilisateur voudrait avoir, de s'emparer de procédés, et puis, en obtenant un certain nombre d'effets, garantir que ces effets sont réellement en adéquation avec les spécifications amont de la première étape. Donc c'est cette plateforme qu'on est en train de constituer, qui va s'emparer pas seulement des chutes et des déchets, mais en partie pour les mettre en forme intermédiaire de manière à utiliser des procédés un petit peu exotiques comme la torche plasma, voilà, la pistolet arc à la flamme, qui permet de projeter à la vitesse supersonique des poudres. Là, les petits anneaux qui a donné la bague tournaire, que je ne peux pas représenter pour cause de confidentialité, ça vise en fait à utiliser le titane et à anodiser le titane, et donc à une échelle nano de piéger la lumière. Donc ce que vous voyez en sensation colorée, c'est pas dû ni à des encres ni à des pigments, mais au piégeage de la lumière. On appelle ça une sensation gonio-apparente. Bon, je vais arrêter avec des termes qui font peur à tout le monde. Et je vous remercie. J'ai un peu débordé. Merci de votre attention et je me prête au jeu des questions.